On revient donc avec la troisième capsule sur l'interview avec Nirina Azoumé, qui a fait un travail très intéressant sur la spiritualité, l'influence de la spiritualité sur le lieu de travail auprès de dirigeants, de CEO africains. Nirina, au-delà des anecdotes, les résultats de cette étude sont utiles pour comprendre effectivement l'influence de la spiritualité sur le lieu de travail, dans la prise de décision surtout en Afrique. Ce travail a d'autant plus de mérite que, à ma connaissance, très peu de personnes ou très peu d'études mettent le doigt sur cette question. Pourtant, c'est une question fondamentale. Et quand on a travaillé et vécu en Afrique, on le sait. Quels sont les résultats clés de ton étude? Là, on a dans le corps de ton sujet. Quels sont les findings, comme on dit, pour parler en bon français, de ton étude? Alors, les résultats clés de mon étude tournent autour de deux grands thèmes. La confiance et comment on la construit, bien sûr, et le temps. Alors, je m'explique. L'une des questions que je posais à mes interviewés, c'était « Croyez-vous en la sorcellerie ?» Sorcellerie. La sorcellerie. Et 100% des personnes que j'ai interviewées m'ont répondu « oui ». On parle bien de 100% de CEO et de dirigeants africains, éduqués aux études. À l'occidentale comme à l'africaine, mais tous m'ont répondu qu'ils croyaient en la sorcellerie. Bien sûr, la définition variait. Ça pouvait être la coexistence du bien et du mal, mais ça pouvait être aussi le mauvais œil, ça pouvait être aussi la capacité à une autre personne de venir vous lancer un sort. Mais toujours est-il qu'ils croyaient en la sorcellerie. Et ça, en fait, pour moi, c'était fondamental sur la relation et la construction de la confiance en l'autre. Parce qu'il y a une étude sur laquelle je me suis appuyée, qui a été faite sur 19 pays africains, où on se rend compte qu'en fait, il y a une corrélation négative entre la confiance envers l'autre et la prévalence régionale des croyances en sorcellerie. Bon, je vais expliquer en français c'est facile. Ça veut dire que dans les 19 pays d'Afrique considérés, plus les croyances autour de la sorcellerie sont fortes, plus on est méfiant envers l'autre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des personnes qui évoluent et qui font du business en Afrique de l'Ouest? Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'on arrive à faire confiance à l'autre si l'autre est potentiellement en mesure d'être un sorcier ou de nous lancer un sort. Et puis, tout simplement, dans une entreprise, atteindre des objectifs, des résultats communs, c'est plus approuvé, ça ne se fait pas sans la confiance. Exactement. C'est très intéressant comme point. Donc en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la confiance en Afrique de l'Ouest, en tout cas en Afrique subsaharienne, se construit. Il y a deux types de façons de construire la confiance. Il y a la confiance cognitive, qui est liée en les compétences de l'autre, en ce qu'il a déjà accompli, en qui il est. C'est plus une confiance liée à ce qu'il sait faire. D'accord. Et il y a la confiance affective, qui se construit par la relation. Et nos sociétés africaines sont basées sur la relation. Donc, c'est plus qui est l'autre, qui est Yann Azoumé, qui me le réfère, qui est-il réellement, en quoi est-ce que je peux lui faire confiance? Et il y a des travaux, notamment ceux d'Erin Meyer, qui est une chercheuse qui travaille sur les différences culturelles. Elle a écrit un livre très intéressant qui s'appelle The Culture Map. Elle nous dit que dans des pays comme la Chine, le Brésil, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, donc l'Afrique subsaharienne de manière générale, la confiance cognitive, donc, qui vient de la tête, est complètement intrinsèquement liée à la confiance affective. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de mon sujet de thèse, quand ils faisaient confiance à un guide spirituel, il lui avait toujours été référé par quelqu'un de confiance. Un père, une mère, un collègue, quelqu'un qui le connaissait depuis très longtemps. Et on en vient au deuxième volet, c'est le temps. Cette observation, tu nous dis bien que tu l'as observée en Afrique subsaharienne, mais tu l'as observée également au Brésil, dans des cultures différentes, en Inde et en Arabie Saoudite. Voilà, dans des sociétés où en fait la relation à l'autre est très importante. D'accord. On crée le lien d'abord. Les personnes qui font du business en Chine vous disent que c'est pas au premier business meeting que vous allez pouvoir créer un lien avec votre interlocuteur chinois. Il vaut mieux plutôt aller dîner d'abord, peut-être même boire de l'alcool ensemble, et une fois qu'on a créé ce lien relationnel, on peut faire du business ensemble. Tu as tout à fait raison. Moi, je me suis toujours questionné sur la raison pour laquelle, dans tous les livres de management, on lit à l'envi qu'il y a une forme d'adaptation culturelle qu'il faut quand on va faire du business dans certaines contrées, en Chine, en Asie particulièrement, et les businessmen s'y prêtent bien, mais qu'il y a une forme de négation quand on parle de la nécessité de s'adapter
aux habitudes culturelles en Afrique pour faire du business. Tout à fait. Et je pense que c'est fondamental pour réussir réellement à faire du business. Il faut qu'on réfléchisse à notre façon, à nous, de fonctionner. De la même façon qu'on le fait spontanément pour des cultures orientales, pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont nous aussi, Africains, cadres africains, nous fonctionnons. C'était l'une des raisons pour laquelle je me suis intéressée à ce sujet. Très bien. Donc, les problèmes, la confiance notamment, comment du coup elle se construit? Puisqu'il faut bien la construire. Si on veut avancer dans ces cultures, il faut la construire. Comment on la construit? Alors, un élément fondamental dans la construction de la confiance, c'est le temps. D'accord. Il faut avoir du temps. Parce que nos cultures africaines sont des cultures polychroniques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des cultures où on accepte et on tolère une certaine incertitude. On a beaucoup de flexibilité autour des horaires. C'est pas si grave que ça. On tolère de la flexibilité, du retard. Alors que dans d'autres cultures, comme par exemple, on prend souvent le cas de cliché des Allemands, la réunion doit commencer à 8h pile. En Afrique, si on commence à 8h05, en tout cas en Afrique subsaharienne à 8h05, parce qu'on a pris du temps autour peut-être d'un thé, d'un café, pour demander des nouvelles de la famille, etc., c'est pas bien grave. On arrive à tolérer ce genre de choses. Donc, construire la connaissance autour du temps, c'est très, très, très important de ne pas arriver en étant trop pressé. Très intéressant. Très intéressant. Nirina, tu parles à un moment donné dans ton étude de la nécessité de l'approche holistique qui est à faire de la personne dans les environnements, dans les entreprises en Afrique. Qu'est-ce que toi tu entends par l'approche holistique et en quoi elle est importante dans la prise de décision? Alors l'une des conclusions de mon étude, c'est qu'en choisissant un conseiller, qui soit guide spirituel, qui soit consultant, qui soit coach, le conseiller, en tout cas ce que demandaient les interviewés, c'est que la personne puisse prendre en compte les multiples facettes et les multiples identités de qui ils étaient, du cadre africain. D'accord. C'est-à-dire que pour pouvoir m'aider à prendre une décision, tu dois comprendre qui je suis pour savoir où je vais. C'est-à-dire que du point de vue professionnel, je ne suis pas que le professionnel. Il faut prendre en compte mon existence familiale, ethnique, spirituelle, religieuse. D'accord. Et donc, les leaders africains sont aussi amenés à prendre en conséquence à prendre en considération les conséquences de leurs décisions sur l'ensemble des identités des personnes avec qui ils travaillent. C'est-à-dire que pour décider de fermer une usine ou de fermer une société, on ne regarde pas uniquement les conséquences sur le PNL ou la rentabilité de l'entreprise. On regarde également ce que ça veut dire pour la vie des salariés qu'on va licencier. Quelles sont les conséquences sur l'économie du pays? Donc, qui est-ce que je suis d'un point de vue ethnique? Qui est-ce que je suis d'un point de vue spirituel? Qui est-ce que je suis d'un point de vue familial? Quel est mon rôle dans la communauté? Mais quel est mon rôle également dans la société entreprise, mais dans la société africaine de manière générale. Et c'est cette approche-là qui était très intéressante, parce que quand il parlait du guide spirituel, ou du coach, ou du consultant qui les accompagnait, cette personne devait être capable de prendre en compte toutes les facettes de la personnalité. Il devait connaître l'épouse, si possible. Il devait connaître les enfants, mon origine, si je suis descendant de l'Empire Songhai, ou si je suis animiste béninois. Il faut que tu comprennes qui je suis pour comprendre où je vais. Toute chose qui, ailleurs, dans d'autres contextes, serait de l'intrusion dans la sphère personnelle et qui serait même parfois légalement... Oui, répréhensible d'un point de vue... Tout à fait. J'ai parlé notamment à une coach européenne qui travaillait donc ici en Europe et qui coachait des prêtres catholiques. Et elle me disait qu'avec ses clients plus traditionnels, non religieux, il ne lui viendrait même pas à l'esprit d'évoquer les questions de la spiritualité parce que ce serait trop intrusif, limite voyeur, en tout cas trop personnel. Mais les résultats de mon étude, encore une fois, limités aux personnes que j'ai interviewées, laissaient entendre qu'au contraire, il faudrait avoir une vision de quelles sont les croyances de la personne pour pouvoir comprendre comment elle opère et comment elle décide dans la vie de l'entreprise. Tout à fait. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce dernier point, qui va être le point sur lequel on va clore cette troisième capsule, c'est que finalement tu nous dis que s'il y a une leçon à tirer en termes de management, c'est pour manager en Afrique de l'Ouest subsaharienne que l'on connaît bien, c'est que c'est une erreur de considérer les personnes partiellement. C'est-à-dire que sur le travail, la personne arrive avec tout ce qu'elle est, avec son entièreté,
et que finalement ce serait quasiment schizophrénique de décider de ne considérer la personne que comme un employé de la société. Tout à fait. Ce serait schizophrénique et ce serait même frustrant pour la personne qui a l'impression qu'une partie de son identité est niée. Ah oui, tout à fait. Excellent. Excellent. Merci Nirina pour cette interview. Merci à toi Jens. Et puis à très bientôt peut-être sur un autre sujet. Inch'Allah.